demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bienvenue à tous, voici les principaux titres de ce journal. Le patron de la MONUSCO était lundi à Limete à la rencontre d'Étienne Tshisekedi. Les deux hommes, assure Albert Moleka, ont échangé sur les questions d'actualité, principalement sur la situation de l'Est du pays après la fin de la guerre. Pendant ce temps, les éléments des unités spéciales de la police nationale envoyés en renfort au Nord Kivu pour assurer la sécurité dans les localités jadis sous contrôle du M23 sont arrivés lundi dans la capitale du Nord Kivu. Une preuve éloquente que ces territoires sont désormais administrés par le gouvernement de la République. Un autre titre phare de l'actualité, c'est la sortie officielle lundi d'une nouvelle plateforme politique de l'opposition dite Sauvons le Congo. Ce cartel dirigé par Vital Kamerhe et le député national Martin Fayulu s'oppose à la prolongation du mandat de l'actuel chef de l'État. Enfin, le GFREM a ses propres installations. L'immeuble construit sur fonds propres de cette entreprise publique a été inauguré ce mardi par le Joseph Kabila en personne devant plusieurs responsables des institutions publiques. Voilà tout pour le sommaire et bonsoir à tous. 300 éléments des unités spécialisées de la police nationale congolaise sont arrivés lundi à Goma. Ils seront redéployés dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo avec la mission de restaurer l'autorité de l'État et assurer la sécurité publique. Ce contingent venu de Kinshasa a reçu des instructions fermes du commissaire général de la police nationale, le commissaire divisionnaire Charles Bisengemana. Les détails dans ce reportage de la presse du ministère de l'Intérieur. De nouvelles stratégies sont mises en place pour renforcer la sécurité de personnes et de leurs biens dans les zones libérées. 300 policiers en provenance de Kinshasa vont être déployés au Nord Kivu pour appuyer la police locale dans la protection des civils et restaurer l'autorité de l'État dans différentes zones autrefois occupées par le rebelle. Le deuxième contingent est arrivé cet avant-midi à l'aéroport de Goma pendant qu'une délégation gouvernementale séjourne sur place dans le but d'évaluer la situation sécuritaire dans cette partie du pays sous la direction du ministre de l'Intérieur Richard Mouyage Monguez Mons, représentant du vice-premier ministre et ministre de la Défense. Il y a lieu de rappeler que le commissaire général de la police nationale, le général Charles Bisengemana, a précédé cette équipe quelques heures avant afin de s'assurer de la dite opération. De la défense qui veut que nous puissions déployer très rapidement les unités de la police en province du Nord Kivu pour occuper les territoires qui ont été libérés, enfin en vue de la restauration de l'autorité de l'État et de la sécurité de la population du Nord Kivu. Et dès que toute la logistique est en place, je crois que c'est dans 2 jours, nous allons déployer ces hommes dans les 2 territoires, Nyiragongo et Rutshuru. La débâcle du M23 semble avoir donné une belle frousse aux groupes armés qui opèrent dans l'est du pays. Plusieurs d'entre eux ont choisi les armes. Leurs responsables ont échangé avec la délégation gouvernementale qui séjourne depuis le week-end dernier au Nord Kivu. Ils sollicitent du gouvernement la démobilisation pour ceux qui ne peuvent plus combattre et la réinsertion sociale. Suivez ce reportage.
13 groupes armés ont répondu à l'appel du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, lors de son discours devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Les délégués de ces groupes armés, les Rayam Tomboki, APCLS, MPA et autres, ont échangé avec la délégation gouvernementale sur la possibilité de leur réinsertion sociale pour ceux-là qui ont opté pour la vie civile et militaire. Ces anciens seigneurs de guerre ont eu des assurances des membres du gouvernement de la République pour leur prise en charge en termes d'occupation. On vient de recevoir l'appel de nos dirigeants. Nous sommes obligés de les rencontrer pour leur dire nos problèmes. Les vrais problèmes qui nous ont causé d'aller dans la brousse, surtout les M23 qui tracassaient la population. Et voici que le M23 est fini. C'est pourquoi nous sommes appelés d'emboîter ces pas d'épée et que nos dirigeants sont en train de chercher dans toutes les façons possibles. Nous avons accepté les gouvernements, nous allons déposer les armes, mais à condition qu'ils fassent les projets de développement. Pour nous, nous allons être parmi les vrais acteurs de développement. Nous allons accompagner ces gouvernements à bien travailler pour que ces derniers, la population qui est à Rutshuru, à Nyiragongo, à Walikale, se retrouve heureuse comme ceux qui se trouvent au niveau du Bas-Congo, à Kinshasa et un peu partout. Appel a été lancé aux autres groupes armés qui tardent à déposer les armes à les faire le plus tôt possible au risque de subir la puissance des feux de FARDC. En tout cas, c'est tout le sens de la rencontre du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia, qui les a reçus peu avant de les conduire auprès de la délégation gouvernementale en séjour à Goma. La défaite militaire du 1-23 nous semble entamer le moral du Rwanda, le pays de Paul Kagame, qui, comme la Belgique, à une certaine époque, vit de la RDC, multiplie des stratégies pour s'accrocher à la RDC. Kagame aurait, avec la bénédiction de la communauté internationale, organisé une conférence sur les ressources naturelles de la RDC, initiative qui vient consolider le plan Cohen et Sarkozy, qui, comme on le sait, demande la gestion commune des richesses de la RDC avec ses voisins. Et cette situation est analysée dans ce commentaire de la rédaction rendue par Thierry Kassongo. Le Rwanda s'est rendu coupable dans la région des Grands Lacs, l'a finalement desservi à l'échelle internationale. Aujourd'hui, comme un diable dans un bénitier, Kigali cherche à se repentir en agitant plusieurs épouvantails pour se prévaloir des statuts d'acteurs incontournables dans les Grands Lacs. Aussi s'accroche-t-il à la RDC, sa seule voie de survie, c'est se faire passer pour le seul interlocuteur valable dans l'exploitation des ressources naturelles de la RDC aux grandes dames du peuple congolais. Une attitude qui occulte les 6 millions de victimes tombées au cours des guerres répétitives commandités dans l'Est à partir de Kigali et de Kampala. Dans la capitale rwandaise, tout est mis en place pour réussir la mise en place du plan Cohen, lequel était relayé par l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Pour des raisons qui leur sont propres, les deux personnalités avaient soutenu la gestion partagée au niveau de la région des ressources naturelles de la RDC. L'ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines avait clairement dénoncé beaucoup d'influence des pays extérieurs dans les deux Kivu. Dans un article qu'il a publié en décembre 2008 dans le New York Times, Herman Cohen avait proposé la création d'un marché commun entre les provinces de l'Est du Congo et le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda pour légaliser le trafic des produits miniers et agricoles dans cette partie du continent. L'ancien président français Nicolas Sarkozy endossera cette approche le 19 janvier 2009 dans son message des vœux devant les corps diplomatiques. Telle la Belgique en son temps, le Rwanda s'est construit grâce aux ressources naturelles de la RDC qu'il a emmagasinées par le pillage illégal à travers des fausses rébellions. La dissolution du M23 prend Kigali au dépourvu et rend les ponts par lesquels il s'approvisionnait impunément à partir de la RDC. Un reportage diffusé sur les antennes de RFI récemment fait passer le Rwanda pour un pays riche en ressources minières ou encore le Singapour africain. Quelle aberration! Amasser des produits miniers sur son territoire ne devrait aucunement signifier qu'on en est producteur. Selon RFI, une conférence internationale sur l'approvisionnement responsable en minerais vient de s'achever dans la capitale rwandaise sous l'égide de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la fameuse CIGL, de l'Organisation pour le commerce et le développement économique, l'OCDE, et des Nations Unies.
Kigali s'est donc inscrit dans le schéma de se refaire une certaine crédibilité sur les plans extérieurs, et ce, après avoir été régulièrement pointé du doigt, notamment par des rapports des groupes d'experts des Nations Unies pour son rôle dans le blanchiment des minerais de l'Est de la RDC, une région très riche en étain, tungstène, or et autres minerais qui servent à la téléphonie mobile ou à l'industrie de pointe. Entente parfaite, c'est ce que l'on peut dire de l'entretien ce lundi entre le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, et le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Son directeur de cabinet, Albert Moleka, l'a affirmé ce mardi, alors qu'il fixait l'opinion sur le contenu de ces échanges. Les deux hommes se sont largement étendus sur la situation politique du pays et la MONUSCO a exprimé sa volonté de soutenir le processus électoral en RDC. Et l'UDPS, quant à elle, s'engage à participer activement dans la décrispation du climat politique dans notre pays. José Junior Owawa et Jean Lumossi. Après Obé Minakou, Apollinaire Malou et récemment Vital Kamerhe, Martin Kobler a rendu visite à Étienne Tshisekedi. Avec le président national de l'UDPS, le patron de la MONUSCO a discuté des questions d'actualité, indique Albert Moleka, directeur de cabinet d'Étienne Tshisekedi. M. Martin Kobler tenait vraisemblablement à avoir un peu les positions et les analyses du président Tshisekedi concernant les problèmes de l'heure, notamment le problème de l'accord de Kampala, plus généralement le problème de l'instabilité à l'est du pays. Et M. Étienne Tshisekedi a eu aussi l'occasion de porter à la connaissance de M. Kobler certaines de ses préoccupations. Au sujet des pourparlers de Kampala, l'UDPS demande au pouvoir de Kinshasa de s'assumer. La personne qui a pris l'initiative et qui a été d'accord avec la logique Kampala doit aller jusqu'au bout de sa logique. Si elle a donné des paroles, elle doit respecter sa parole. Albert Moleka salue la création de la coalition Sauvons le Congo de Vital Kamerhe, président national de l'Union pour la nation congolaise, et Martin Fayulu de l'UCD. En revanche, le parti de la 10e rue ne fait pas partie de cette plateforme. La position de l'UDPS a toujours été claire, dans ce sens que l'UDPS et le président Tshisekedi ont toujours encouragé les autres formations politiques à prendre des initiatives sur le terrain, à se manifester et s'affermir. L'UDPS a toujours refusé d'être simplement une locomotive qui tire tout le monde, ou bien de servir de prête-nom. L'UDPS reste vigilante quant à la situation politique du pays et attend des signaux forts de la Commission électorale nationale indépendante sur la définition du calendrier électoral pour se prononcer. La coalition pour le vrai dialogue CVD de Vital Kamerhe, les forces acquises au changement FAC de Martin Fayulu et une frange de la société civile ont annoncé lundi leur regroupement au sein d'un mouvement politique baptisé Sauvons la RDC. Pour ces membres de l'opposition politique congolaise, cette union sacrée de l'opposition aura pour but de faire le gendarme du processus de démocratisation en RDC. Et selon Vital Kamerhe, coordonnateur du CVD et président de l'Union pour la nation congolaise, UNC, ses associés élus veulent combattre tout ce qui peut empêcher la poursuite de la démocratisation amorcée le 28 novembre 2011. Et ils redoutent une éventuelle modification de la Constitution qui permettrait à Joseph Kabila de briguer un 3e mandat. Les seigneurs de guerre ne doivent plus recruter les enfants dans leurs groupes armés, prévient Leila Zerougui. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies s'est entretenu lundi dans la soirée avec le Premier ministre sur cette question. Elle a par la même occasion salué la fin théorique de la guerre à l'est de la RDC avant d'inviter le gouvernement à restaurer rapidement l'autorité de l'État dans les zones administrées jadis par les rebelles du M23. L'audience a eu lieu à la primature. Les détails avec Doudou Ndombe. Ces propos traduisent tout simplement la volonté du Conseil de sécurité des Nations Unies en ce qui concerne les recrutements d'enfants au sein des groupes armés. Ces actes, considérés par les lois congolaises et les conventions internationales comme des crimes de guerre, doivent cesser. L'émissaire des bandes Ki-moon décourage toute personne qui pourrait se lancer sur cette voie. Les recruteurs d'enfants, ce sont des criminels de guerre et ils doivent arrêter de recruter les enfants. Ils doivent remettre les enfants aux instances qui ont la charge de récupérer ces enfants, de les réinsérer, de les réunifier avec leurs familles. L'UNICEF, la MONUSCO, la protection des enfants travaillent sur ça et il faut absolument que ça cesse. Ils ont les exemples avant.
Thomas Lobanga a été condamné pour recrutement d'enfants. Charles Taylor a été condamné pour recrutement d'enfants. D'autres sont devant la Cour pénale internationale. Matata Pogno et Leila Zerougui ont passé en revue la situation des enfants dans les zones libérées par les FRDC. Le souhait est que ce succès ait des retombées sur la population de cette partie du pays. Joseph Kabila a inauguré ce mardi le nouveau bâtiment qui abritera désormais le siège de l'Office de gestion du fret multimodal. L'imposant immeuble à plusieurs niveaux est situé sur l'avenue TSF à Gombe, en face du ministère du Budget. Construit sur fonds propres, cet ouvrage marque d'un saut spécial le passage de Anatole Kikwa à la tête de cette entreprise publique. Nadine Laing et Pati Alouma. Ce peut être la fin du calvaire pour les agents et cadres de l'OGEFREM. Après tant d'années d'errance, ils peuvent désormais aménager dans leurs propres installations. L'OGEFREM a son siège à lui, l'imposant immeuble abritera ses différents services. Ce bâtiment ultramoderne est une fierté pour Anatole Kikwa, qui doit être en ces jours l'homme le plus heureux parce qu'il aura eu la chance de réaliser ce que personne d'autre n'a fait avant lui. Modeste, le directeur général ad intérim de l'OGEFREM dit avoir matérialisé la vision du chef de l'État. Cet édifice, comme d'autres réalisations entreprises sur le territoire national, atteste que la révolution de la modernité n'est pas un slogan creux, mais une réalité vivante dont nous sommes appropriés. Par cette inauguration, l'Office vient de mettre fin à l'état chronique et humiliant des locataires qui l'a mené à décaisser l'enseignement des sommes importantes. Le ministre des Transports et Voies de Communication et beaucoup de responsables des institutions du pays, dont le président de la République, ne manquent pas de saluer l'action de l'actuel DG de l'OGEFREM qui vient de changer l'histoire de cette entreprise publique. En présence de 2 présidents de 2 chambres du Parlement, du Premier ministre et d'autres membres du gouvernement, Joseph Kabila Kabange inaugure ce building et félicite les comités de gestion dirigés par Anatole Kikwa pour ce travail visiblement bien fait. Revenons à la table ronde économique organisée par le gouvernorat de la province orientale. Celle-ci s'est clôturée avec plusieurs recommandations formulées par les participants. Ces derniers demandent au gouvernement provincial d'examiner la faisabilité des projets prioritaires afin d'orienter les investissements vers des secteurs prioritaires. La rigueur et la transparence dans la gestion des finances publiques ont été également mises en exergue. Je vous propose de suivre quelques-unes de ces recommandations lues par le rapporteur de ces assises, le ministre provincial Kassou Moumbaya. À l'issue de ces assises, les participants ont formulé les principales recommandations ci-après. Élaborer dans un bref délai un rapport final des travaux qui mettra en exergue les engagements pris par les uns et les autres et les moyens d'en faire le suivi de la mise en œuvre. Maintenir le leadership affiché, la volonté de changement et d'appropriation de la vision. Poursuivre les efforts entrepris par le gouvernement provincial pour créer les conditions favorables de développement des investissements publics et privés dans la province. Mettre en place une structure compétente de pilotage pour la transformation économique. Poursuivre la mise en place des institutions provinciales compétentes et d'une gestion des finances publiques rigoureuse et transparente. Établir rapidement et progressivement des partenariats publics-privés afin de garantir la réhabilitation et la construction des infrastructures indispensables pour assurer le développement économique de la province. Mettre en place une commission de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la présente table ronde. Définir clairement la réglementation dans le cadre du partenariat public-privé. Inventorier les plantations abandonnées et amorcer le processus de leur réappropriation par la province. Faire des études de faisabilité des projets prioritaires pour orienter les investissements des bailleurs de fonds. Adopter une stratégie de ciblage des interventions basée sur une sélection efficace et efficiente compte tenu des moyens limités et être compétitif en focalisant les efforts sur quelques pôles de croissance associés à des zones économiques spéciales. Et enfin, dernière recommandation, travailler spécifiquement sur les proches de fragilité. Telles sont, mesdames et messieurs,
les recommandations de cette table ronde des bailleurs de fonds et du secteur privé. Je vous remercie. Il faut dire que cette table ronde a permis à la province d'attirer des investisseurs comme Kibali Gold. Cette entreprise du secteur minier s'engage à accentuer ses interventions en province orientale pour le bien-être de la population. Encore une fois, Nadine Laing. Investir en province orientale, c'est réussir son projet et contribuer à son développement. En 5 ans d'exploitation minière, Kibali Gold déclare avoir gagné le pari. La table ronde des bailleurs des fonds a permis au directeur général de cette société minière de parler des potentialités qui regorgent la province orientale. L'UATUM invite les autres investisseurs à lui emboîter les pas. C'est de regarder simplement notre exemple et de comprendre que c'est faisable. On peut investir beaucoup d'argent en province orientale et compter sur l'accompagnement du leadership politique ainsi que des communautés. Nous avons investi 2 milliards de dollars, on nous a pris pour des fous, mais aujourd'hui nous avons battu tous les paris. Nous avons produit dans les temps impartis et même en avance sur le chronogramme imparti. Et cela a fait taire beaucoup de détracteurs, des gens qui pensent qu'au Congo ce n'est pas possible. En plus de plusieurs réalisations des Kibali Gold en province orientale, l'UATUM promet des interventions ponctuelles pour le bien-être des populations. Nous avons souscrit pour la réhabilitation de l'école technique à Isiro, parce que nous voulons la formation des jeunes dans les différents corps de métier pour travailler pour nous. Nous avons souscrit également pour l'hôpital de Isiro, pour sa réhabilitation. Nous avons souscrit pour la réhabilitation de l'axe routier Ouatsa-Isiro. Nous avons souscrit aussi pour la mise en réticulation de l'eau potable à Ouatsa. Et enfin, nous avons souscrit pour la réhabilitation du camp militaire qu'il y a à Ouatsa. Actuellement, ces projets sont à l'étape d'étude des faisabilités. Très satisfait, le gouverneur Bamanissa salue la disponibilité de Kibali Gold à contribuer au développement de la province orientale et l'encourage à continuer sur cette lancée. Les différentes préoccupations de la jeunesse de la ville de Kinshasa seront bientôt prises en compte par l'exécutif provincial de la capitale. Le ministre de la Jeunesse, Godard Montemona, qui a travaillé avec leurs représentants, avec la collaboration du PNUD, rassure que leur cahier de charge sera bientôt transmis à l'Assemblée provinciale, autorité budgétaire, pour qu'il soit inséré lors de l'examen du budget de la ville de Kinshasa. Il a dit à l'issue d'un atelier organisé par le PNUD à ce sujet au restaurant Le Resto à Gombe. Thierry Kassongo et Dieu merci Sueka. Cette démarche du Conseil provincial de la jeunesse s'inscrit au prescrit de la Constitution de la République démocratique du Congo à son article 42 qui stipule que les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, son éducation et à son développement. C'est dans ces cadres que cette structure d'encadrement des jeunes présente ce cahier de charges qui reprend les besoins prioritaires de jeunes de la ville-province de Kinshasa. Nous sommes dans une période à laquelle le gouvernement provincial est en train de préparer son budget pour l'année 2014. Voilà pourquoi nous allons profiter de ce cadre de concertation pour présenter nos besoins prioritaires afin que ces besoins puissent être intégrés dans le programme d'action prioritaire du gouvernement provincial pour l'année 2014. Le gouvernement provincial de Kinshasa précise que ce cahier de charges sera bientôt transmis aux autorités compétentes pour son adoption. Au niveau du conseil des ministres du gouvernement provincial de Kinshasa pour examen et ensuite par le biais de mon collègue du plan, nous allons les transmettre à l'autorité budgétaire pour adoption. Les législateurs saluent l'initiative des jeunes et pensent qu'il faut les impliquer dans toutes les questions qui les concernent. Nous, à notre niveau, autorité budgétaire au niveau de l'Assemblée provinciale, nous puissions intégrer ces besoins de la jeunesse dans le budget 2014. Parce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes des jeunes si les jeunes eux-mêmes ne sont pas impliqués. Les jeunes voudraient voir ce cahier de charges intégré et pris en compte dans le programme d'action prioritaire et budgétaire 2014 du gouvernement provincial de Kinshasa. Et dans la banlieue de la capitale, les érosions menacent et les ruissellements des eaux de pluie provoquent le dénivellement de terrain. C'est le cas du quartier Nguina Antsele. Ici, plusieurs habitations ne tiennent plus qu'à un fil. Leurs propriétaires exhortent les pouvoirs publics à leur venir en aide. Et c'est un constat de Jemima Mogo. À première vue, on ne s'en rend pas compte de la gravité de la situation.
Au fur et à mesure que l'on s'approche de plus près, on s'aperçoit de l'ampleur de l'œuvre destructrice de la pluie, ici, au quartier Nguina. Au fil du temps, cette érosion a emporté plusieurs. On ne sait plus combien exactement. Autrefois, une route traversait ce quartier, mais aujourd'hui, ce dernier ressemble plutôt à deux rives opposées. Impuissants, les habitants de ce quartier vivent cette situation qui ne cesse de les endeuiller. Ils trouvent quand même la force de crier leur désarroi. Qu'il vient nous aider à arrêter cette érosion, dit cette femme. Nous demandons l'aide d'André Kimbuta pour qu'il fasse une descente à Passa pour s'imprégner de la gravité de la situation, plaide cet autre. Un peu plus loin, c'est le même décor. Cet homme a récemment perdu sa maison. Il essaye désespérément de s'accrocher à ce qui reste de sa maison. Telle une épée de Damoclès, cette érosion se dresse sur quelques maisons qui tiennent encore le coup. Avec cette saison de pluie, la population de Nguina est loin de vivre en toute quiétude, quand bien même ses enfants prennent du plaisir à jouer dans ce ravin sans se soucier du moindre danger. Le monde célèbre ce 19 novembre la journée mondiale des toilettes. Plus de 2 milliards d'individus dans le monde vivent encore sans toilette. Ces chiffres ont été livrés par l'Organisation mondiale des toilettes. Cette triste réalité est aussi observée à Kinshasa, capitale de la RDC. La plupart d'habitants de Pakadjouma, un quartier de la commune de Limete, urinent et font leurs besoins dans la nature. Une situation qui favorise le choléra, affirme une infirmière de l'unité de traitement de choléra de ce quartier. Plusieurs centaines de familles vivent dans le quartier Pakadjouma, situé le long du chemin de fer, et les habitations construites en tôle ou en bois jouxtent des tas d'immondices et beaucoup de parcelles ne possèdent pas de toilettes. Selon l'Organisation mondiale des toilettes, le manque de toilettes dans plusieurs coins du monde est une situation d'urgence. La situation de ce quartier n'est qu'un cas parmi tant d'autres à travers la ville de Kinshasa. Et à présent, Rosa Wazi va nous rejoindre pour la lecture de la presse parue ce matin dans la capitale. 3 titres font la une de journaux parus ces mardis dans la capitale. Il s'agit de la dissolution du M23, la visite de Martin Kobler chez Etienne Tshisekedi et l'adoption lundi par les conseils de ministres du projet de budget de l'État pour l'exercice 2014. En ce qui concerne la situation à l'est du pays, les potentiels rapportent que la fin de la guerre et la dissolution du M23 ont porté un coup fatal à Kigali qui a réactivé ses lobbies en RDC dans la région des Grands Lacs, mais aussi au sein de la communauté internationale pour qu'il arrive à garder un pied dans l'est de la RDC. Pour Kigali, c'est sa seule manière de survivre et de soutenir sa croissance obtenue par les pillages des ressources naturelles de la RDC. La réalité, poursuit le journal, est que Paul Kagame est sur les grilles. Il s'est fait beaucoup de soucis, perdant le contrôle de la RDC et par voie de conséquence, toutes les prouesses économiques et les autres imaginaires qu'on tend à lui reconnaître sur les plans internationaux risquent de fondre comme glace au soleil. Aussi s'accroche-t-il à tout prix à la RDC. La prospérité confirme que le patron de la MONUSCO a bel et bien rencontré Etienne Tshisekedi le lundi. Les deux personnalités ont échangé pendant 1 heure sur la situation générale de la RD Congo. Pour les proches du Sphinx de Limete, précise qu'ils ont discuté sur la problématique de la crise congolaise, une situation qui préoccupe au plus haut niveau les Nations Unies. Les palmarès indiquent pour sa part que Martin Kobler s'est fixé l'objectif de visiter les différents représentants de la classe politique congolaise, de la majorité comme ceux de l'opposition.
Le phare enseigne qu'après les présidents de partis politiques, Martin Kobler a indiqué que ses agents vont bientôt effectuer des visites dans toutes les prisons du pays pour évaluer les nombres de prisonniers politiques d'opinion en vue de faire un plaidoyer auprès des autorités congolaises pour leur libération. Terminons cette revue de presse avec l'Avenir qui annonce à sa une que le projet des budgets de l'État pour l'exercice 2014 sera bientôt déposé au Parlement. Pour le journal, ce projet a été adopté lundi par les conseils de ministres. Pendant cette 8e réunion ordinaire du Conseil de ministres, le président de la République a instruit le gouvernement à accorder priorité à la gestion des récents succès militaires pays dans l'Est, particulièrement sur l'accélération du retour des déplacés internes et des réfugiés. Et c'est tout pour ce soir. Voilà, merci Rosa Wazi pour ce condensé de la presse et c'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur la télé républicaine. Au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.